Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. C'est un peu comme un volcan qui bout avant de cracher son feu. Ainsi pouvons-nous caractériser cette rentrée 2025 après le discours royal du 29 juillet dernier sur le Maroc à deux vitesses et la demande d'adoption des règles électorales avant la fin de l'année. Après les diverses réunions tenues par le ministre de l'Intérieur avec des cadres territoriaux et les chefs de parti, avec les difficultés à l'université, avec les syndicats qui remuent beaucoup en attendant une hypothétique réunion du dialogue social, avec ce qu'on peut appeler la crise des hôpitaux, avec la sortie médiatique du chef du gouvernement. En un mot, commençant, la rentrée est animée, mais curieusement, sur le plan gouvernemental, on sent et on ressent une sérénité, disons, anormale. Alors, avec nous pour expliquer, décortiquer, peut-être même polémiquer aussi autour de la question, deux dirigeants des deux partis du champ politique national. C'est Mohamed Mehdi Ben Saïd, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je veux quand même vous présenter. Vous êtes membre de la direction collégiale du PAM et aussi vous êtes ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Vous êtes aussi président d'un club de foot. A priori. Et ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci d'être avec nous. C'est Mohamed Ben Moussa. Bonsoir. Bonsoir, c'est Aziz. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Vous êtes président du mouvement d'Amir et vous êtes aussi président des économistes du PPS. Donc, on l'a compris, on va parler un peu de cette rentrée et des différents enjeux qui sont en train de se mettre au niveau de la scène politique nationale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et du débat, je vous propose de regarder ce sujet préparé par la rédaction de Média TV. Dans un an, le paysage politique du royaume aura changé. Tout le monde en est bien conscient, mais ce que personne ne sait encore, c'est dans quel sens il évoluera. Quelles alliances, quels équilibres, mystères. Sa Majesté le Roi, dans son discours du trône, a donné le ton. Le nouveau code électoral devra être adopté d'ici la fin de l'année. Pourtant, malgré l'enjeu, les débats publics restent timides. Le ministère de l'Intérieur travaille, les partis aussi, mais en coulisses, l'opinion, elle, reste à distance et souvent indifférente. Une cible électorale, cependant, semble faire l'unanimité, les jeunes. Santé, emploi, éducation, migration, les partis politiques cherchent à les mobiliser, mais avec quels mots et surtout quelles promesses? Autre enjeu central de la prochaine campagne, la moralisation de la vie publique. Un sujet encore discret, mais qui pourrait bien s'imposer, car sur ce terrain, le mandat qui s'achève n'a pas tenu ses promesses. Aucune loi sur l'enrichissement illicite, rien sur les conflits d'intérêts et des conditions de signalement des fraudes durcies. Quels engagements pour demain? Quelles garanties d'intégrité pour les candidats? Autant de questions que nous poserons ce soir. Bienvenue dans Frontal. C'était un sujet préparé par la rédaction de Média TV. Mehdi Ben Saïd, je me tourne vers vous, puisque vous êtes un peu concerné par ce sujet. Réaction rapide? Rapidement, je pense qu'un des points les plus importants, c'est effectivement cette question de mobilisation, non pas uniquement des jeunes, mais de manière générale des citoyennes et des citoyens par rapport à un sujet important que sont les élections. Bien sûr, c'est une étape démocratique importante. Le sujet est réellement posé. On en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises par rapport à la communication politique de manière générale, et créer cet engouement, cet espoir. Les élections, qu'on le veuille ou non, c'est un momentum important parce que c'est un moment de faire un bilan pour un gouvernement sortant. C'est aussi un moment pour présenter les alternatives possibles par rapport à ce qu'il peut y avoir sur la scène politique. Donc aujourd'hui, je pense qu'un des défis majeurs que nous aurons en tant que parti politique, là je ne parle pas en tant que gouvernement, mais réellement en tant qu'acteur politique, c'est comment convaincre les jeunes et les moins jeunes justement à s'intéresser à la chose politique. Les citoyens marocains sont très politisés. Mais il y a une différence entre politiser, encarter et voter. Et donc c'est une vraie problématique aujourd'hui. On essaye, avec les différentes casquettes, en tant que parti politique ou en tant que gouvernement, de créer une dynamique de débat, de sujets, même les maisons de jeunes. En tout cas, les jeunes que nous rencontrons sont très politisés. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'encartement, la participation, autre, c'est un sujet. C'est aussi un débat qui a eu lieu par rapport aux lois électorales. Comment faire en sorte d'apporter de la fraîcheur le Parlement, comment faire place aux femmes, aux jeunes. Quand je dis aux jeunes, c'est aux nouvelles générations, aux jeunes pas forcément par l'âge, mais même aux nouvelles idées. Donc tout ça, c'est un débat aujourd'hui qui est posé. Vous êtes ministre de la Jeunesse, vous avez eu une activité en fin de semaine avec la jeunesse, vous allez nous en parler quand on arrivera au PAM. C'est Mohamed Ben Moussa, réaction rapide?
Écoutez, je vais réagir à la fois par rapport à votre reportage vidéo et par rapport à votre propos liminaire. D'abord, le propos liminaire, pour respecter l'ordre chronologique que vous avez choisi, vous dites que le gouvernement fait preuve de sérénité. Je n'ai pas cette appréciation, je n'ai pas cette analyse. Je pense que le gouvernement fait preuve de mutisme, et de mutisme inquiétant dans le cadre d'une année préparatoire aux élections. Aussi, pardon ? Il apparaît serein aussi, le gouvernement, quand vous parlez au ministre, nous en avons un. Je ne crois pas que ce soit l'expression d'une sérénité. Il y a un mutisme, et évidemment, je voudrais remercier Mehdi Ben Saïd d'avoir accepté cet échange, cette discussion entre un représentant du gouvernement et un représentant de l'opposition. Et j'allais dire que c'est sain et c'est constructif dans une démocratie qui respecte ses principes. Mais le cas de Ben Saïd est assez peu répandu dans le gouvernement actuel, et très peu de ministres, à commencer par le chef du gouvernement, acceptent cet exercice de débat, de discussion contradictoire pour éclairer l'opinion. En réalité, ce que je pense, c'est qu'il y a un paradoxe qui caractérise le gouvernement actuel, c'est qu'il est passé d'un stade de l'hubris au stade de la paralysie, dans le sens où l'échéance approchant et les résultats de la politique gouvernementale allant dans un sens assez inquiétant, eh bien, plusieurs membres de cet exécutif, avec quelques exceptions, je viens de l'indiquer, ont choisi d'observer le silence. Deuxièmement, par rapport à votre reportage, vous avez raison de souligner les enjeux du moment. Et un des principaux enjeux, c'est effectivement de mobiliser les citoyens pour ce rendez-vous électoral. Or, nous sommes dans une situation où nous avons un climat de défiance par rapport aux partis politiques, par rapport au gouvernement, par rapport au Parlement, par rapport à la démocratie représentative. Je voudrais rappeler un sondage qui a été commis par une ONG marocaine il y a quelques jours et qui indique, d'après les sondés, 1200 Marocains ont été interrogés, moins de 6 ou 7% font confiance dans les partis politiques, dans le gouvernement, dans le Parlement. Il y a un climat général de défiance qui est lié à la fois au dossier qu'on a pu observer depuis 4 ans, des problématiques de moralisation de la vie publique, des responsables élus au niveau national, régional, local, qui sont aujourd'hui derrière les verrous ou certains objets d'investigation judiciaire. Et deuxièmement, l'immensité des engagements qui ont été pris par l'exécutif et qui malheureusement n'ont pas été réalisés. Je reprends ce que vous avez dit, ce que vous dites, Mohamed Ben Moussa, sur les ministres qui ne veulent pas intervenir pour cette émission. Et pour d'autres, nous avons essayé d'avoir plusieurs fois des ministres du RNI qui sont concernés par les problématiques actuelles. Pas de réponse. Donc, encore une fois, oui, effectivement. Il serait bien inspiré de suivre l'exemple de Mehdi Ben Saïd. Alors, je vais y répondre à tout ça. Je reviens. Vous êtes discipliné, je sais que vous allez répondre. Alors, il y a eu le discours de Sa Majesté à fin juillet, il y a eu les réunions de M. Abdelwahid El-Fsit avec l'ensemble des intervenants, que ce soit les sécuritaires, que ce soit l'administration territoriale, que ce soit les chefs de parti. Et on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus mouvementé au niveau de la rentrée. Mais au niveau politique, effectivement, il a parlé de mutisme. Comment vous expliquez ce silence, cette retenue? Parce que silence et retenue, il y a par rapport aux différents enjeux. Écoutez, si vous appelez mutisme le fait est que les ministres se déplacent dans les différentes régions pour être en contact directement avec les citoyens et essayer de régler certaines problématiques qui sont là, qui ont toujours été là depuis des années, et avec un cumul, oui, c'est votre vision du mutisme. Si vous considérez que le débat contradictoire n'est pas présent au Parlement, quand les ministres vont, bien sûr, vont répondre aux différentes questions de l'opposition comme de la majorité, bien sûr, oui, c'est du mutisme. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, il faut davantage de présence aussi dans les médias. Là n'est pas la question, mais ce n'est pas du mutisme que d'être présent ailleurs et pas dans les médias. On peut dire qu'il y a... On en a déjà parlé, hein, et lors d'une réunion de la majorité, on a même je l'avais signalé, que s'il y avait un effort à faire par rapport à ce gouvernement, c'est cette question de communication traditionnelle, c'est-à-dire présent dans les plateaux TV, etc. Mais il y a une communication directe, indirecte, à travers les institutions, sur le terrain. Donc il y a une communication qui est évolutive,
par rapport aussi à l'évolution que connaît le monde, par rapport aux différents canaux de communication. Vous savez, dans d'autres États du monde qu'on observe ici et là, certains politiques ne vont même plus dans les médias, préfèrent les réseaux sociaux ou autres. Donc il y a une évolution de la communication dans le monde. Je reste, malgré mon jeune âge, plutôt tempéré dans la mesure où je considère qu'il faut utiliser les nouveaux moyens sans pour autant oublier les canaux de communication classiques comme bien évidemment les débats contradictoires, d'où ma présence aujourd'hui avec vous, d'où la présence aussi de d'autres ministres que vous avez invités, qui sont venus, le ministre de l'Industrie entre autres, etc. Donc c'est toujours le même. Il y a le ministre de l'Emploi, mais prenez en considération les autres outils de communication qui sont là, qui sont une réalité. Comme nous considérons en tant que parti politique qu'il y a d'autres moyens d'expression aujourd'hui utilisés par les jeunes, comme les réseaux sociaux et autres, alors qu'auparavant, il y a de cela 10-15 ans, c'était moins présent et que la communication se faisait d'une autre manière pour les jeunes et les moins jeunes. Si on revient aux années 80-90, c'était les maisons de jeunes, c'était les coordinations, etc. Donc il y a des évolutions, même sur ce volet-là. Mais je reste persuadé qu'on peut toujours faire un effort dans la communication. Là, je ne suis pas en train d'aller dans la contradiction. Je dis juste qu'il faut aussi relever certaines vérités. Sur les autres thématiques aujourd'hui, effectivement, il y a eu une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur avec les différents partis politiques. Justement, nous sommes en préparation, tous les partis politiques y étaient présents, majorité, opposition ou autres. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de sortir avec une loi qui répond aussi à l'attente qu'auront les citoyennes et les citoyens. La problématique qui a été soulevée, en tout cas à la réunion auquel j'ai assisté par les différents partis politiques, c'était notamment cette problématique de la participation des jeunes, des moins jeunes, de manière générale. Comment encourager cette participation ? Je comprends qu'une des manières aussi d'encourager la participation, c'est aussi le débat politique, c'est aussi le débat contradictoire. Je suis absolument d'accord, parce que c'est là où les idées se confrontent, c'est là où on émet un avis. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ne pas omettre qu'il y a d'autres moyens de communication aujourd'hui qui sont importants, le contact direct avec les jeunes, les podcasts, etc. etc. Merci. Le contact et les nouveaux moyens de communication, les nouveaux canaux de communication chez Mehdi Ben Saïd ne sont pas non plus utilisés par les ministres tels qu'ils devraient l'être. Et nous sommes à une année électorale où on va faire... Aujourd'hui de tous les ministres, vous serez surpris. Vous serez agréablement surpris. Je regarde, mais dans ce cas qu'il y ait un débat contradictoire comme de toutes les manières, le principe de davantage communiquer, oui. Un responsable, quand il assume une responsabilité politique, plus il communique, plus ses idées passeront, plus il défendra son bilan. Donc il n'y a pas, donc il y a aucun souci sur ça. C'est pas venir parler devant une télé ou devant une caméra. Communiquer, c'est aussi ça. Un débat contradictoire. Alors c'est aussi ça, absolument. Interagir avec Ben Saïd. Je pense que la démocratie a besoin de beaucoup plus que de la communication. Pierre Mendès France disait que la démocratie, ce n'est pas simplement le jeu des élections du gouvernement de la majorité, c'est d'abord et avant tout une éthique, une morale, un code de bonne conduite, le respect des adversaires et le respect du débat public. Et donc la communication, je sais bien que certains membres de votre gouvernement utilisent les réseaux sociaux, les moyens de communication. Ce dont ont besoin les citoyens marocains, c'est d'éclairage pour forger leur propre appréciation de la qualité des politiques publiques et d'éclairage pour pouvoir évaluer le moment venu, et ce moment venu approche à marche forcée, évaluer la qualité des offres alternatives. Et donc, ça va bien au-delà de la communication. C'est une question de débat, et de débat contradictoire, et de débat respectueux, de débat argumenté, et du débat étayé par des faits, par des dossiers, par des chiffres, par des résultats. Et donc c'est cet exercice qui est absolument indispensable dans une démocratie, qui malheureusement fait cruellement défaut dans notre pays. Et je souhaiterais en tout cas, la formation politique que je représente, le Parti du Progrès et du Socialisme, s'engage à redoubler davantage d'efforts pour assumer ses responsabilités en matière d'éclairage de l'opinion publique et évidemment d'évaluation des politiques publiques et d'offres alternatives. Vous savez très bien que ce qu'attendent les Marocaines et les Marocains, c'est des résultats par rapport à leurs problématiques. Parlons-en. Et il y a eu des gouvernements par le passé qui n'ont que communiqué. D'accord ? Et aujourd'hui, certains résultats que nous vivons aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu le trop de communication et le peu de travail. C'est Mohamed.
Donc aujourd'hui, effectivement... Ça a l'air d'être, monsieur le ministre, un élément de langage de l'actuel gouvernement. Parlons d'aujourd'hui. Et parlons de votre bilan. Aujourd'hui, parlons de votre bilan et d'aujourd'hui. Aujourd'hui est construit sur hier, et je serais très fier de vous présenter, en tout cas mon bilan, d'accord ? Avec les chiffres, parce que vous adorez les chiffres, c'est Mohamed. D'accord ? Et j'essaie d'argumenter avec des faits. Oh oui, un échec. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, d'accord, a réussi à mettre en place les fondements de ce que c'est un État social. Bien sûr, avec des paramètres à améliorer au fur et à mesure de la mise en place justement de ces politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons un vrai contrat social avec les citoyennes et les citoyens. D'accord ? Quand on parle de Sahia, elle est là aujourd'hui, elle est présente. Aujourd'hui, contrairement à hier, c'est Mohamed, nous avons des CHU à travers le royaume. Certes, on a encore un problème par rapport aux médecins, aux infirmiers, etc. Donc il y a une formation à mettre en place et cette formation ne se met pas en 4 ans, même en un mandat politique, pour ne pas dire autre chose. Il y a certaines problématiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous essayons d'aller vers un nouveau format de ce que veut être l'école de l'avenir, justement parce qu'on considère que l'école, c'est l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, nous avons essayé de mettre en place, considérant que la problématique de l'emploi est une problématique qui est générale et qu'on est tous concernés par cette problématique de l'emploi, y compris un département comme celui de la jeunesse, de la culture et de la communication. Nous avons essayé de mettre en place une vraie politique publique concernant les industries culturelles et créatives, considérant qu'elles jouent un poids au niveau international. Alors, je voudrais rester sur les jeunes. L'industrie aujourd'hui, de la culture. Je vais aller dans un sujet que je maîtrise plutôt bien, puisque vous adorez les chiffres. L'industrie du gaming aujourd'hui qui représente 300 milliards de dollars au niveau international. Notre objectif, c'est bien évidemment d'atteindre le 1%, non pas une année, une deuxième, mais d'ici 2031-2032. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de ce genre d'industrie au Maroc. Donc on met en place les fondements. Donc nous subissons les politiques publiques passées avec les différentes crises que vous connaissez, l'impact du Covid, l'impact de la guerre en Europe et aujourd'hui de la guerre au Proche-Orient. Nous apportons des solutions. Nous essayons d'apporter des solutions. Vous aimez les chiffres, mais je suis obligé de vous couper. Désolé, mais... vous m'invitez pour me couper, c'est très agréable de communiquer. Non, je vous invite pour répondre à des questions qui intéressent peut-être la population et les jeunes. Échanger avec s'il vous plaît. Mais on va échanger. Sur les points qui viennent de vous parlez des chiffres depuis tout à l'heure. Sur les points qui viennent de soulever. Je l'ai cité. Vous n'avez pas besoin de dire le chômage est une réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre département, même s'il n'était pas concerné par le passé, parce que le département de la jeunesse et de la culture a toujours été considéré comme un département pas productif. Aujourd'hui, nous avons changé la donne, nous avons mis en place une stratégie pour qu'il devienne productif, pour qu'il crée de l'emploi, pour qu'il crée de la richesse. Bien sûr, quand c'est une industrie nouvelle, vous savez, l'industrie de l'automobile a mis du temps pour s'installer au Maroc. D'accord ? Donc nous sommes en train de mettre en place un écosystème qui permettra aux start-upers marocains, et on a été agréablement surpris sur un domaine comme le gaming par exemple, où nous sommes passés de 5 start-up en 2023 à 40 en 2040, avec des créations d'emplois directes. Ce n'est pas assez, ce n'est pas ce secteur-là qui va résoudre la problématique que nous vivons aujourd'hui, mais il y participe. Et l'effort aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les départements puissent jouer leur rôle dans le bon sens pour justement répondre à cette problématique-là. Et moi, je considère que l'avenir va vers ces services-là, vers cette industrie-là, et elle peut être une solution avec les différents agendas qui nous attendent, à savoir... Je vais vous dire une chose, on a une émission d'une 50aine de minutes et le temps passe très vite, donc je suis obligé de couper, je suis désolé. Mais vous me donnerez la parole à Aziz. Allez-y, vous l'avez. Non, vous me donnerez la parole à Aziz à 2 reprises, puisque je tiens à ce qu'il y ait un équilibre du temps de parole entre Sibin Saïd et moi-même. Pour moi, c'est moi qui vais le gérer, ne vous en faites pas. Pour moi, c'est une question d'éthique et j'insiste. Je ne perds pas, ne me décomptez pas cette pression. Je tiens mon horloge, vous avez encore 3-4 minutes de retard, vous les prenez. Très bien. Donc, je tiens à ce que cet équilibre soit respecté. D'abord, l'État social, il y a une mauvaise compréhension de la part du gouvernement du concept d'État social. L'État social, ce n'est pas verser des aides sociales directes aux citoyens les plus vulnérables. C'est le minimum. L'État social, c'est beaucoup plus ambitieux. Et si vous vous référez aux différents discours de Sa Majesté qui définissent le concept d'État social, vous verrez que l'État social, c'est faire fonctionner l'ascenseur social. Ce qui veut dire, évidemment, ne pas laisser les plus démunis d'entre nous sur le bord de la route, et donc ce système d'aide directe, mais en même temps, leur donner les moyens de s'assumer et leur permettre d'accéder à un emploi décent, rémunéré convenablement, d'accéder à des services publics de qualité dans la santé, dans l'enseignement, dans l'éducation, pendant 10 ans et qu'on n'a pas fait pendant 4 ans. Dans l'éducation, etc., etc. C'est ça l'État social. Or, l'État social,
tous les Marocains sont conscients. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, ne m'interrogez pas sur le bilan des gouvernements précédents. Vous représentez une casquette politique. Non, il faut l'accepter. Ne m'interrogez pas, c'est très facile. Je sais que vous n'êtes pas sur le bilan des gouvernements précédents. Mais si vous voulez que je vous donne... question, vous auriez fait quoi? Vous avez été aux affaires, enfin votre parti a été aux affaires pendant une dizaine d'années. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il était à la majorité, maintenant il est à l'opposition. Oui, à l'époque, j'étais à l'Istiqlal pendant 22 ans. Je dis à la majorité, peu importe la casquette. À l'époque, j'étais à l'Istiqlal pendant 22 ans. J'ai quitté l'Istiqlal de mon propre initiative pour adhérer, j'en suis fier, au Parti du Progrès et du Socialisme. Et je peux, si vous le souhaitez... Non, si vous voulez... On n'est pas en train de parler de votre parcours. Hein. Si vous voulez déplacer le débat... On est en train de parler de politique et non pas de votre parcours. Je ne suis pas du tout gêné, je suis là avec vous. Laissez-nous parler. Répondez-nous. Laissez-moi. Parce qu'il faut parler avec des actions. Je ne vous ai pas interrompu. Vous m'empêchez. Parce que je pense que j'exprime bien mes idées. Donc vous n'allez pas interrompre parce que j'exprime bien mes idées. Les téléspectateurs remarquent clairement que vous m'empêchez de répondre aux arguments que vous avez avancés. C'est votre définition d'un débat démocratique. Laissez-moi répondre. Je ne vous ai pas répondu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc laissez-moi dire que l'État social, la compréhension de l'État social par le gouvernement est erronée parce que l'ascenseur social ne fonctionne pas, parce qu'on a un taux de chômage endémique, parce que la qualité des services publics est très faible. On l'a vu dans les hôpitaux, on le voit dans le classement du Maroc, dans les classements au niveau de l'éducation, Teams, mais pourquoi ça n'a pas été mis auparavant? Et même dans la généralisation, de la protection sociale, très bien, on a compris. Vous avez un institut. Vous avez raison. Une institution. Vous avez raison, c'est Mohamed. Pourquoi vous ne l'avez pas fait auparavant pour qu'on puisse continuer le travail que vous avez entamé? Le CSE qui dit qu'il y a 8,5 millions de Marocains qui sont en dehors du système de protection sociale. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça? L'État social. Qu'est-ce que nous avons fait? Ça, c'est vous. Non, c'est un processus. Je parle des 10 dernières années, je ne parle pas d'aujourd'hui. Je vais vous dire ce qui a été fait. J'ai répondu par rapport à ce mandat-là. Maintenant, il y a une problématique qui est sérieuse qui se pose, c'est qu'il y a une insincérité, pour reprendre d'ailleurs le terme de Mohamed dans un de ses écrits, sur les chiffres qui sont donnés. Vous avez parlé de l'État social, vous avez parlé de la protection universelle. Qu'est-ce que je disais? Je n'ai pas fini ma réponse. Je réponds sur l'État social, sur l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, le gouvernement s'est engagé à créer 1 million d'emplois. Au terme de sa mandature, nous sommes au 4/5e de cette mandature, vous avez créé 91 000 emplois. En réalité, vous en avez détruit 490 000 dans le monde rural, vous en avez créé 411 000 dans le secteur des services, vous en avez créé 130 000 dans l'industrie et 45 000 dans le secteur des BTP. Le solde est de plus 91 000, donc vous êtes très très éloigné de l'objectif de création d'1 million d'emplois, ce qui est normal, parce que les choix de politique économique que vous avez faits sont des choix erronés. La théorie de l'offre, la politique de l'offre, la théorie de ruissellement n'a pas fonctionné au Maroc comme elle n'a fonctionné nulle part ailleurs dans le monde. Troisièmement, et je finirai sur ça, aujourd'hui, quelle est la situation de l'emploi? La situation de l'emploi, c'est que nous avons un taux de chômage qui reste très fort, 12,8, les derniers chiffres du HCP. Lorsque vous êtes arrivé, il était de 12,3. Et en réalité, le 12,8, il y a quelques mois, c'était 13,3. En réalité, c'est une résultante, j'allais dire, statistique, parce que le taux d'activité a chuté. Vous avez découragé, votre politique a découragé 1,5 million de Marocains qui sont sortis du marché du travail. C'est pour ça que le taux d'activité a chuté de 45,5% lorsque vous êtes arrivé à 43,4%. Merci Mohamed. Et donc le taux de chômage, si nous avions maintenu au moins le taux d'activité national à 45,5%, le taux de chômage aujourd'hui aurait été de 16,5 ou 17%. D'autre part, le taux d'activité, et je finis, le taux d'activité des femmes, lorsque vous êtes arrivés, Mohamed Ben Moussa, on ne peut pas fonctionner je conclus comme ça. sur ce point, je ne peux pas laisser passer ce point. Vous avez demandé un équilibre du temps, vous avez raison, vous le rattraperez dans 30 secondes. Le taux d'activité des femmes, qui était de 20% lorsque vous êtes arrivé au pouvoir. C'est les mêmes chiffres que vous répétez, j'ai l'impression. Je vous ai écouté ailleurs, alors que vous deviez monter à 30%. Mohamed Ben Moussa, lui, il est ministre de la Jeunesse et de la Communication. Vous avez un argumentaire, j'ai l'impression que vous le récitez. C'est bien joli de vouloir casser un gouvernement, mais n'oubliez pas que vous cassez un pays derrière. Et la réalité est que vous rappelle des faits. Non, c'est bien joli qu'un politique, finalement, parce que vous êtes un politique, au-delà de l'économiste que vous êtes, veuille casser un gouvernement. Mais ce que vous cassez derrière, c'est l'espoir d'un pays. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes passés du slogan d'un État social qui a été voulu par les différents partis politiques, par les différents gouvernements passés, mais ce n'était qu'un slogan, à une réalité aujourd'hui. Et j'entends et je comprends que sa mise en place nécessite du temps.
Bien sûr, le citoyen, pour lui, il doit voir les services sociaux, les différents services sociaux sur le champ. Mais c'est une mise en place qui se met étape par étape. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si en 2021, quand ce gouvernement était arrivé, il y avait une réelle politique sociale, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait amélioré les services existants aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Parlons du dessalement, la problématique du dessalement par exemple. Vous savez très bien que c'est ce gouvernement qui a accéléré cette politique. Je ne dis pas que c'est ce gouvernement qui l'a mis en place, mais il l'a accéléré parce qu'elle n'existait pas auparavant. Donc on a essayé de répondre, on a essayé de remplir un vide qui malheureusement a été laissé par, oui, beaucoup de communication auparavant, mais peu d'actes. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Parce que si nous avions déjà un État social construit, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les problématiques de la santé, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure à l'introduction de cette émission, c'est un problème d'aujourd'hui? Est-ce qu'auparavant, il n'y avait pas de problème de santé? J'ai été à l'opposition de 2011 à 2016 au Parlement. Et mon parti a été d'opposition de 2011 à 2021. C'est une problématique qui est revenue souvent. Qui a le parti qui conduit votre majorité, Mehdi Ben Saïd, était aux affaires au gouvernement. De quoi je parle? Je vous ai dit, j'ai été à l'opposition de 2011 à 2016 et mon parti a été de l'opposition de 2011 à 2021. Et nous avons soulevé cette problématique. On a fait mieux. On a même, en 2012, si je me rappelle bien, à l'époque c'était le ministre de la Santé, c'était Lourdes, on avait même, le seul parti d'opposition, avions voté pour la loi de finances pour le ministère de la Santé, considérant qu'il fallait l'encourager par rapport aux besoins des citoyennes et des citoyens. Vous avez eu raison. Pourquoi? Mais malheureusement, le résultat n'était pas là. Bien sûr qu'on a eu raison. Ah non, vous avez raison de nous dire que nous avions raison. Mais la résultante est tout autre. La résultante, c'est que nous avons aujourd'hui un réel problème que nous essayons aujourd'hui de corriger. Bien sûr, cette correction-là, vous le savez mieux que moi, juste la formation des médecins nécessite au moins 2 mandats. D'accord? Donc, il y a différentes solutions que nous essayons de discuter aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il nous est possible ou pas de ramener des médecins de l'étranger? C'est une problématique qui est aujourd'hui internationale. Vous savez très bien que nos infirmiers et nos médecins aussi sont demandés à l'international. Et donc, le sujet de la santé, pour moi, c'est un sujet sérieux. Et il faut... Pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'opposition qui vote pour la majorité par rapport à la santé? Parce que normalement, c'est un sujet qui est censé être une sorte de cause nationale pour nous tous. Donc, maintenant, je suis une fait. Ça ne sert à rien de polémiquer dessus. Nous avons un objectif commun, je pense, en tant que parti politique, en tant que majorité et opposition, en tant que citoyen marocain, c'est d'améliorer cet aspect-là. Ce gouvernement a le courage de faire les choses qu'il faut faire. Et ça, c'est une réalité. Comme je reprends votre casquette, Mohamed Ben Moussa, de président du mouvement Damer. Vous avez tenu dernièrement, vous en êtes le président, vous avez tenu dernièrement une réunion du bureau exécutif. Vous avez publié un communiqué où vous revenez un peu sur tout ce qui a été dit. Vous n'êtes manifestement pas d'accord avec ce que dit Mehdi Ben Saïd, mais vous parlez d'une notion qui est le nouveau modèle politique. Pour rappel, vous avez été membre de la commission sur le modèle de développement. C'est juste. C'est quoi ce nouveau modèle politique? Qu'est-ce que vous reprochez à ce gouvernement de ne pas avoir fait dans le nouveau modèle politique que vous appelez de vos voeux? Écoutez, nous, on pense au niveau du mouvement Damer que c'est un moyen de corriger les erreurs du gouvernement actuel. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le gouvernement actuel, c'est celui qui a été formé immédiatement après la remise du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement à Sa Majesté en mai 2021. Le gouvernement a été formé le 8 octobre, je pense, 2021. Et ce gouvernement, il était souhaitable, il était, j'allais dire, ça relevait de l'éthique morale, de l'éthique politique, que le gouvernement appliqua les réformes portées dans le nouveau modèle de développement. Or, on a constaté que c'était exactement le contraire. Et que, au-delà des éléments de langage, ou au-delà des préambules dans les lois, et je peux vous donner plusieurs exemples, lorsqu'on rentre dans le détail des articles des lois, ou lorsqu'on analyse les décisions politiques qui sont prises par le gouvernement, eh bien, on allait à contresens de la réforme, des réformes portées dans le cadre du nouveau modèle de développement. Un exemple est assez révélateur et qui est d'actualité. Comment peut-on restaurer la confiance des citoyens et des jeunes, mais pas que les jeunes, pour aller participer à la démocratie, à la respiration normale de la démocratie marocaine? C'est en restaurant la confiance. Et restaurer la confiance passe d'abord par le respect des engagements. Nous avons pris tous ensemble, collectivement, y compris Mehdi Ben Saïd, en tant que dirigeant du PAM, puisque le nouveau modèle de développement est la quintessence d'une intelligence collective de 37 millions de Marocains. Il n'y avait ni parti de gouvernement, ni parti d'opposition. Il y avait toutes les forces vives de la nation. Partis politiques, syndicats, think tank, centres de recherche. Et on a essayé de créer un consensus qui a reçu l'aval, l'assentiment, la bénédiction de Sa Majesté. Et on attendait du gouvernement,
élections de 8 septembre 2021, de mettre en œuvre. Or, le gouvernement a fait le contraire. Un exemple, ce qu'on appelle la déconstruction de l'économie de la rente et la moralisation de la vie publique. La première décision qu'a pris la première décision qu'a pris le gouvernement, c'est retirer le projet de loi sur l'enrichissement illicite. Ça, on va y arriver. Deuxième exemple, nous avons eu plusieurs dossiers où la moralisation... Nous avons eu plusieurs dossiers. Nous avons eu plusieurs dossiers. Non, je terminerai ma phrase. C'est un débat. C'est un débat. Bien sûr. Mais laissez-moi... Si vous voulez répondre juste aux questions de Saadi, je m'en vais, je vous laisse répondre. Moi, je vous pose une question. Vous étiez membre de la commission. Je vous pose la question suivante. Laissez-moi terminer mon idée. Non, mais par rapport au premier point, est-ce que vous considérez que même les membres de la commission qui étaient présents au gouvernement, eux aussi n'ont pas respecté... Je parle de la politique du gouvernement. C'était des membres du gouvernement. Trois membres du gouvernement. Je vous pose la question. 3 membres du gouvernement émanés de la commission. Oui. Moi, j'analyse le programme du gouvernement. Je vous pose une question. J'organise. Il y a aussi des politiques publiques émanant de départements. Oui. Alors. Oui. Le département de l'éducation nationale. Par exemple, dans le ministre en exercice, c'était Chakib Ben Moussa, ancien président de la commission. Je n'ai pas parlé de nom, mais... Les réformes qui ont été portées par Chakib Ben Moussa allaient dans le sens du nouveau modèle de développement. Merci. Non. Merci. C'est tout ce que je vous dis. Merci. Les résultats ne sont pas là. Merci de le dire. L'intentionnalité était là. J'ai assisté aux réunions de commission. Ne sont pas là. Non, j'ai assisté aux réunions de commission de développement. Qu'est-ce que vous avez dit quand le rapport est tombé? Que l'objectif c'était 2030. Qu'est-ce qu'a dit Ben Moussa quand il a mis en place la politique publique pour l'éducation? Mais on n'attend pas 2030 pour faire qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez membre de la même commission, de la dite commission. Qu'est-ce que vous avez dit? Que le modèle de développement est un modèle à mettre en place sur les 2 prochains mandats. J'ai été présent de la commission quand on en a discuté, d'accord? Avec mon parti politique à l'époque, même si nous étions en opposition. Et donc il y a un continuum aujourd'hui. Donc la politique publique est mise en place. Mais vous allez à la résultante, il faut des étapes. Quand vous retirez la loi sur l'enrichissement, la sanction de l'enrichissement illicite, vous allez à contresens. Vous avez un point chat fait. Le reste, ça ne vous intéresse pas. L'éducation ne vous intéresse pas. La santé ne vous intéresse pas. L'enseignement supérieur ne vous intéresse pas. La culture ne vous intéresse pas. La jeunesse ne vous intéresse pas. Parlons-en alors. La jeunesse, nous avons 47% de jeunes Marocains âgés de 15 à 24 ans qui vivent dans le monde urbain qui sont en situation de chômage. Oui, et alors? Ça m'intéresse, leur cas m'intéresse. Parlons-en. Quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quels sont les résultats? Je ne parle pas de l'intentionnalité, je parle des résultats. Les résultats sont mauvais à ces... Est-ce qu'on évalue les causes ou pas? Dans votre analyse? Quelles sont les causes? Mais évidemment qu'on évalue les... Vous êtes un économiste. L'inadéquation du système de l'éducation est une des causes. Voilà. La réforme apportée par le gouvernement. La précarité sociale des familles est une autre cause. Or, les familles ont été fracassées par votre politique et leur pouvoir d'achat a chuté. Allons-y point par point. Vous avez parlé de problème d'éducation. Chacun à sa place. Je suis interrompu. Allons-y point par point. Moi, ça me dérange pas. J'accepte l'éducation. Vous avez parlé d'exercice. Vous interrompez aussi. L'éducation. Vous avez parlé d'éducation. Vous avez considéré qu'une des causes la problématique du chômage aujourd'hui, c'est aussi l'éducation. Évidemment. Très bien. Nous avons mis en place une politique publique émanant aussi du modèle de développement, enfin de gouvernement, qui concerne la réforme de l'éducation. Le résultat d'une réforme sur l'éducation, on l'évalue sur combien d'années? Dès la première année. Les enfants qui sont au CP cette année, le lendemain, ils vont rentrer dans le marché du travail. Ça fait 4 ans. Non, mais répondez-moi. Ça fait 4 ans. Après 4 ans, on évalue. Très bien. Mais alors, les jeunes... Après 4 ans, on évalue. La population concernée par une réforme, elle avait quel âge en 2021? Elle a quel âge aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dans le marché du travail? Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on a les bons chiffres. Là, mais il y a une réalité. 20 ans mais il y a une pour mesurer le résultat. Le modèle de développement. Comment évolue le classement Team C-Pearls du Maroc? Soyez cohérents dans ce que vous dites. Vous avez donné comme exemple le modèle de développement. Le modèle de développement dans la commission, dont vous étiez membre de la dite commission, a parlé d'un résultat sur 10 ans. Et c'est tout à fait normal, parce que quand on réforme des secteurs clés comme celui de l'éducation et de la santé, la population concernée démarre à un certain âge et termine à un certain âge. Un médecin, quand on veut le former, il démarre la première année, il termine la 7e année, d'accord? De la spécialité, etc. Et entre-temps, on sacrifie les générations? Je ne sais pas ce que je dis, je parle de la dite réforme. On différencie les choses. On parle de la réforme. Il y a la problématique, d'accord, du quotidien.
D'accord? Il y a les gens qui sont concernés actuellement par le chômage. C'est ce que nous essayons de mettre en place. C'est d'autres réponses. Ce n'est pas le nouvel modèle de développement qui va y répondre, parce que c'est une problématique sur place qui va les mettre en place. C'est quoi? C'est la mise en place de la charte d'investissement, c'est l'intégration de l'industrie culturelle dans le marché du travail, etc. Ça, c'est des politiques. Vous avez répondu aux questions. Chacun va se faire son opinion sur la question. Vous ne proposez pas de solution pour les chômeurs. Vous êtes scotché à 3,6, 3,7% de croissance, alors qu'il faut atteindre 7% de croissance. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous prenez la parole, vous ne la lâchez plus, après vous dites que c'est vous qui êtes interrompu. C'est pas... Non, vous interrompez aussi. J'ai intervenu après ces Depuis tout à l'heure, vous parlez à Mohamed Ben Moussa, et je vous donne la parole maintenant sur la moralisation de la vie publique. Donc vous avez parlé de l'enrichissement illicite, vous avez parlé du conflit d'intérêts. Il y a un certain nombre de choses qui devaient passer. Les fameux articles 3 et 7 du Code de procédure pénale qui empêchent l'association d'aller rester en justice contre un élu. Comment vous voyez les choses? Quelles ont été vos propositions pour ça? Et qu'est-ce que vous avez à dire au ministre en face de vous, dont le confrère Opam dans le parti est le ministre de la Justice? Qu'est-ce que vous avez à lui dire sur ce chapitre-là de la moralisation? Parce qu'il a parlé tout à l'heure de confiance et vous avez parlé de défiance. Oui, alors la moralisation de la vie publique, pour nous, c'est un des chapitres les plus importants de notre concept nouveau modèle politique. Nouveau modèle politique, évidemment, dans le cadre des dispositions constitutionnelles et dans le cadre des constances de la nation. Et pour nous, il y a trois grandes réformes majeures dans le cadre du nouveau modèle politique. D'abord, réformer le champ politique, réformer les partis politiques, introduire davantage de transparence, de démocratie interne, de pluralité, de renouvellement de l'élite dirigeante des partis politiques et, j'allais dire, sanctuariser les partis politiques de toute influence extérieure. Ça, c'est le premier grand pavé. Le deuxième grand pavé, c'est la moralisation de la vie publique. Et cette moralisation passe par l'adoption et la mise en œuvre effective d'une loi de moralisation qui oblige un certain nombre de décideurs qui ont un pouvoir de décision, qu'il s'agisse de responsables de partis politiques, de ministres, de politiques élus dans les régions, dans les collectivités locales, des dirigeants de la haute administration publique, dans les grandes entreprises publiques, les obliger à un certain nombre de règles de bonne conduite, d'abord de déclaration, pas simplement de patrimoine comme cela se fait aujourd'hui auprès de la Cour des comptes, mais aussi de déclaration d'intérêt pour prévenir les situations de conflit d'intérêts. On sait que l'exécutif actuel se caractérise par une situation de conflit d'intérêts au sommet de l'équipe gouvernementale dans le secteur des hydrocarbures et dans le secteur du dessalement de l'eau. C'est également mettre en œuvre une sorte de Chinese wall entre le monde des affaires, le monde du business d'une part et d'autre part, le monde politique exécutif. C'est une chose que d'être élu, c'est autre chose que de gérer les affaires de l'État. Et donc, lorsqu'on est un politique avec un pouvoir de décision, un pouvoir de définition, de mise en œuvre des politiques publiques, eh bien, il faut créer une Chinese wall et créer une séparation et des situations de conflit d'intérêts. Enfin, et c'est la troisième pierre du nouveau modèle politique, c'est ce sur quoi le ministère de l'Intérieur travaille aujourd'hui avec les principales formations politiques. J'espère qu'il va étendre le débat et la discussion également avec les représentants de la société civile. C'est mettre en œuvre les orientations de Sa Majesté telles qu'elles ont été indiquées dans le discours du 29 juillet dernier que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire faire une réforme du code électoral et mettre en œuvre des règles de la compétition électorale qui permettent de la transparence et qui permettent surtout de lutter contre l'usage de l'argent sale dans la compétition électorale. On va passer aux acteurs et à la société civile sur le code électoral que Sa Majesté appelle de ses voeux. On va demander l'élaboration pour la fin de l'année. Vous n'avez pas répondu sur l'enrichissement illicite, donc je reviens... Pourquoi je n'ai pas répondu sur l'enrichissement illicite? Je vous ai dit que ça faisait partie du nouveau modèle politique. Et nous souhaitons une réglementation donc qui vous pénalise... Donc ça n'a pas été fait, quoi. Mais évidemment, le texte de loi a été retiré. Saïd, donc votre collègue dont je parlais, c'est Abdelfouabi, le ministre de la Justice. Sur les trois pavés dont il a parlé, comme il les a cités, je vais parler là avec ma casquette de parti Authenticité et Modernité. Bien sûr, sur le premier pavé, nous ne sommes pas que d'accord, nous l'avons mis en place. Nous avons une élite qui se renouvelle régulièrement, contrairement à plusieurs autres partis. Et au contraire, nous appelons aussi de nos voeux à ce qu'il y ait davantage de femmes responsables, davantage de jeunes responsables, non pas uniquement à la tête des partis, mais dans les différentes instances. Pourquoi vous ne voulez pas répondre tous les deux à cette question sur l'enrichissement illicite, sur le conflit d'intérêts? Je suis en train de débattre. Vous trouvez que je n'ai pas répondu? Je vous dis qu'il y a le conflit d'intérêts à la tête du gouvernement et vous me dites que je ne réponds pas. C'est surprenant quand même. Sur le deuxième point, oui, il est intéressant de soulever les propositions qui émanent du mouvement d'Amir, à savoir davantage de transparence par rapport aux décideurs
pas que politiques, mais aussi les responsables d'administration et autres pour davantage de transparence, parce que ça amènera davantage de confiance dans les institutions. Tout à fait. Et ça, on ne peut que être d'accord sur ce point-là. Sur le troisième point, le PAM a même appelé à la mise en place d'une charte éthique entre les différents partis politiques. Je pense que plusieurs partis aussi l'ont fait par rapport aux prochaines élections, parce que nous avons besoin d'installer cette confiance-là. J'en profite parce qu'il a parlé tout à l'heure de la problématique des jeunes. Une des raisons de la mise en place du Pass Jeune, c'est aussi de proposer davantage de services à la jeunesse marocaine pour qu'ils croient au rôle des institutions, que les institutions sont au service de cette jeunesse-là. Ce n'est pas uniquement les services proposés par le département de la jeunesse, de la culture ou de la communication, c'est tous les départements et autres services d'ailleurs qui se mettent en place pour se dire nous sommes à l'écoute de la jeunesse, nous sommes à votre service, voilà ce que vous propose l'État. Bien sûr, on est en train de la transposer sur tout le territoire national pour essayer de toucher un maximum de jeunesse marocaine. C'est aussi de cette manière-là, par des politiques publiques réels qui vont toucher le jeune marocain, qu'on va aussi ramener les jeunes aux institutions. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir un intérêt derrière à s'intéresser à la chose politique, à l'institution, on va commencer à s'intéresser aux programmes électoraux des partis politiques. On va essayer de pousser vers davantage de services, par exemple pour le Pass Jeune, pour la population concernée, et la même chose pour les autres thématiques. Donc plus on sera au service des citoyennes et des citoyens, plus il y aura un ressenti que l'institution travaille le citoyen, plus il y aura une confiance et un intérêt pour la chose publique. Puis-je vous faire une suggestion, Si Ben Saïd? De toute façon, même si je vous dis non, vous la ferez. Non, si vous me dites non, Allez-y, c'est Mohamed. je vous invite vivement à demander à la Cour des comptes de faire un rapport d'évaluation de performance sur le Pass Jeune. Oui, bien sûr. Parce que c'est bien de présenter une fois qu'il sera cette initiative. Vous ne pouvez pas le faire en tant que parti d'opposition. C'est bien de faire cette initiative. Je n'ai pas les données. Je n'ai pas les données. C'est pour ça que j'invite le ministre de tutelle à ouvrir ses livres à la Cour des comptes pour nous faire une évaluation. Parce que c'est une idée que j'approuve, c'est une idée que je salue. Maintenant, je veux voir quel est l'impact réel. Oui, et donc, sûr. combien de jeunes ont bénéficié? Quels sont les... C'est bon. Vous adorez m'interrompre, c'est Aziz. Quelles sont les conventions qui ont été signées et quelle est l'amélioration du niveau d'accès de nos jeunes à la culture, à l'éducation, au transport, aux différentes prestations des services publics grâce à ce Pass Jeune. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est une boîte noire. Alors là, pas du tout. Ça veut dire que vous ne suivez pas les débats contradictoires au Parlement. Parce que je suis régulièrement questionné par les partis de l'opposition et de la majorité. Et tous les chiffres sont disponibles, sont totalement transparents. Et je vous invite à Mohamed même à venir à visiter le site, à aller voir les chiffres qu'il y a. Et je n'ai aucun souci, une fois qu'on passe à maturation, que, mes chers de la Cour des comptes, toute institution qui considère... Je veux les chiffres indépendants de la Cour des comptes. Écoutez ce que je dis. Toute institution qui peut aider à davantage communiquer et mettre en avant cette politique publique-là, ce service-là, ça va nous aider parce qu'elle va nous montrer nos limites. Prenez l'initiative. Elle va nous montrer, oui, c'est ce que je disais, quand elle sera à maturation, on est demandeurs. Prenez l'initiative. Alors, pour avancer un peu, j'essaie juste de mettre un peu de cohérence parce que parfois vous partez sur des questions que je vais encore poser, pour lesquelles on va entrer dans le détail. Alors, la question pour l'élaboration du prochain code électoral, Sa Majesté le Roi avait dit: nous avons donné nos directives à notre ministre de l'Intérieur pour que le prochain scrutin législatif fasse l'objet d'une préparation judicieuse et qu'à cet effet, des consultations politiques soient ouvertes avec les différents acteurs. Fin du propos de Sa Majesté. Vous êtes à l'intérieur de la boucle, vous étiez donc dans toutes ces réunions en tant que dirigeant du PAM ou co-dirigeant du PAM. Il semblerait que la société civile n'ait pas été impliquée. Vous parlez des jeunes, très bien, mais les jeunes, c'est aussi la société civile. Il semblerait qu'elle n'a pas été impliquée. Il semblerait que ce sont des choses qui se passent en vase clos. Pour une élection qui aura lieu dans un an, mettre la population, c'est-à-dire les électeurs, un peu à la marge et les appeler pour le vote, est un peu délicat, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il faut impliquer la société, pas uniquement la classe politique dans cette histoire? Nous sommes tous concernés. Là, oui, en tout état de cause, nous représentons une frange de la population. Nous représentons, je parle bien du PAM, parce que vous m'avez posé la question en tant que PAM, nous avons une jeunesse, nous avons la représentation des femmes, etc. Et donc, nous essayons, de par nos propositions, d'essayer d'être le plus représentatif possible de cette population que nous représentons. Maintenant, qu'il y ait des débats avec la société civile, des organisations de jeunesse et autres, bien sûr, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au contraire, il y a certaines ONG qui se sont manifestées par elles-mêmes et qui ont envoyé leurs propositions aux différents partis politiques. Quand il y a un rapprochement idéologique... J'ai demandé sans réponse. Quand il y a un rapprochement idéologique, il y a une adoption même
de ces propositions-là. Par exemple, sur la question de la femme, vous savez qu'il y a eu entre guillemets, une coutela des organisations féminines par rapport à cette question-là. Et donc, elles sont parties toutes ensemble pour discuter et représenter et présenter leurs réformes aux différents partis politiques. Certaines de ces propositions, voire la majorité, ont été adoptées par la feuille de route que nous avons présentée. Je sais que nous n'est pas le seul. Il y a eu d'autres partis qui ont fait la même chose, qui, en tout cas, défendent cette cause de la femme et de sa présence au sein du champ politique. La même chose pour la jeunesse. On avait pour idée déjà en 2011, je rappelle que l'initiative, qu'on était à la tête de l'initiative de la présence des jeunes à l'époque en 2011, et qu'à l'époque déjà, nous avions dit que c'était, pour son bon fonctionnement, il fallait uniquement 2 mandats, entre guillemets, de la liste de la jeune, et qu'il fallait par la suite aux partis politiques d'impliquer cette jeunesse-là sur le volet local, etc., pour qu'il puisse y avoir une assise et pour que ça soit une représentation, entre guillemets, naturelle. Donc c'est ce que nous avons aussi mis en place depuis 2016-2021, et donc ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a des choses que chaque parti présente, des initiatives liées au parti par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il représente. Et il y a des choses qui concernent le champ politique, et c'est là où, avec d'autres partis, nous avons appelé à ce qu'il y ait une charte éthique, des partis de la majorité et de l'opposition d'ailleurs. Nous avons appelé à ce qu'il y ait une charte éthique pour qu'il y ait un minimum de règles qu'on se doit de respecter. Je tenais à le dire, c'est votre exemple, c'est votre cas personnel, passé par la liste des jeunes au Parlement en 2011, oui, ne pas repasser mais au pas Parlement que moi, 2016, il y a eu des femmes aussi qui sont passées de la liste nationale, et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'il faut aller dans ce sens-là, et pas que les jeunes et les femmes, c'est-à-dire que... Il reste 5 minutes, monsieur Mohamed Bouissa. Oui, est-ce que vous avez fait une proposition en tant que Damir? Elle va bientôt être adressée au ministre de l'Intérieur. Nous avons demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur en août pour lui donner les grandes orientations de nos propositions. Malheureusement, il n'a pas répondu favorablement à notre sollicitation. Donc il n'a pas répondu favorablement ou il n'a pas répondu tout court? Il n'a pas répondu tout court. Tout court. Et donc nous lui adresserons donc notre proposition dans les prochains jours. Le document est quasiment prêt, c'est en train d'être finalisé dans les structures internes du mouvement Damir. Et c'est un document qui va aller dans le cadre des 3 grands pavés que je vous ai cités tout à l'heure. Non, ce qu'il faudrait qu'on comprenne tous ensemble, et en particulier le ministère de l'Intérieur, c'est que la démocratie repose sur 2 jambes. La démocratie représentative, mais aussi la démocratie participative. Et la démocratie participative, ce sont les ONG, les associations, la société civile, et cette forme de démocratie se nourrit de la démocratie représentative et nourrit la démocratie représentative. Donc il faut absolument qu'il y ait une interaction avec la société civile, et il faut absolument que le ministère de l'Intérieur, à mon avis, prenne un peu le pouls des propositions qui peuvent émaner de la société civile, parce la société civile peut apporter des propositions intéressantes, judicieuses, auxquelles les partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne penseraient pas assez spontanément. Je voudrais dire également que nous sommes à un moment très important, et la responsabilité du succès des prochaines élections législatives, elle pèse, j'allais dire, davantage sur les épaules du ministère de l'Intérieur que sur celles des partis politiques, tous confondus, majorité et opposition, parce que nous avons fait notre boulot, nous avons fait en tant que parti politique des propositions, mais c'est le ministère de l'Intérieur qui va in fine procéder aux arbitrages, et je souhaiterais que le ministère de l'Intérieur soit très très prudent dans les arbitrages qu'il va faire et qu'il propose des réformes qui vont réellement changer la vie des Marocains et qui vont restaurer la confiance, et que ces réformes ne soient pas simplement des réformes cosmétiques. C'est Mehdi Ben Saïd. En tant que dirigeant du PAM, vous allez ouvrir une liste de candidatures. Vous en avez parlé depuis tout à l'heure. Est-ce que vous vous engagez à ce que cette liste, vous évitiez les erreurs passées et avoir des gens qui vont se retrouver devant les tribunaux par la suite, voire même être condamnés? Est-ce que dans votre recherche de candidature, vous passez les candidats par les études, par les analyses, par les examens, par l'étude de leur dossier, pour voir leurs compétences? Est-ce que vous privilégiez l'intérêt de l'institution qui va être représentée ou l'intérêt du parti, tout simplement? Compétence et probité. On y arrive avec vous aussi, parce que ça pose problème. Mais en une minute, la question ne se pose même pas. Il n'y a aucun parti politique, à ce que je sache, au Maroc. Quand on sait qu'il y a 40 députés qui sont oui, mais avant qu'ils soient députés, il n'y en a aucun qui vient avec un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Qu'on soit bien clair. Donc maintenant, est-ce qu'on est des devins? Est-ce qu'on lit ce que va faire la personne pendant son mandat? Parce que les parlementaires dont vous parlez,
ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont parlementaires. C'est par rapport à la gestion, surtout locale et autres. Donc ça n'a rien à voir avec le Parlement. Qu'est-ce que le Parlement? C'est légiférer, c'est discuter des lois. Ce n'est pas une responsabilité pour laquelle on peut ou pas être jugé d'ailleurs. Donc la problématique, elle se pose surtout, là où je suis d'accord avec vous, au niveau local. Là, on parle d'élections législatives. Et bien évidemment, depuis l'arrivée de la direction collégiale le dernier congrès, notre objectif a toujours été d'essayer d'apporter un plus qualitatif à la société, parce que c'est notre rôle, parce qu'on l'a voulu déjà à la création du parti à l'époque en 2008-2009, on a combattu au sein du parti depuis 2015-2016 sur ce point-là principalement. Donc on va faire de notre mieux et j'espère, Inch'Allah, qu'on va réussir, non pas à 80 ou 90%, mais pourquoi pas à 100%, et tout en étant, Inch'Allah, pourquoi pas parmi les premiers pour les prochaines élections. C'est le débat aujourd'hui. Je vais vous poser la question dans un peu moins d'un an, Inch'Allah. Inch'Allah, quand vous voudrez. Et je voudrais juste insister sur une chose. La société civile, bien sûr, son rôle est très important. Il a raison de le souligner, c'est Mohamed. Mais je pense qu'elle doit s'adresser aux partis politiques. C'est les propositions des partis politiques qui sont discutées et non pas les propositions du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il est là pour rassembler ces idées-là. Mais si les partis politiques s'entendent sur un point ou un autre, le débat n'est plus... Quand est-ce que le ministère de l'Intérieur intervient ? C'est quand il y a un arbitrage, c'est quand il y a une désentente. Mais si on s'entend tous sur les différents paquets que vous avez proposés, auquel moi personnellement j'adhère parfaitement, le sujet ne se posera même pas. Donc sa responsabilité, elle est aussi politique. Il faut se le dire, il faut l'assumer. Pour ne pas se cacher derrière. Je vais solliciter la régie pour 1 minute et demie et de plus parce que le temps est écoulé. Allez-y. Au niveau du PPS, vous ratissez large aussi. Au niveau candidature, il y a une polémique dernièrement. À quoi vous pensez? Il y a une polémique dernièrement sur une influenceuse qui a demandé à être candidate. Je vais répondre sur cette question. Voilà. Mais rapidement, vous avez 1 minute et demie que je sollicite instamment auprès de la régie. Je voudrais simplement rassurer Sibin Saïd, la société civile s'adresse aux partis politiques, mais elle s'adresse également directement au ministère de l'Intérieur et elle s'adresse aux institutions de l'État, et en particulier aux institutions constitutionnelles qui, elles aussi, ont un rôle de conseil. Et donc, la société civile, elle est vivante, elle a une interaction avec tout ce qui compte dans les instances de décision de l'État. Alors, pour l'ouverture, vous faites référence à Mme Maïssa Salam El-Naji. Tout à fait. Et c'est une femme, elle est jeune, elle est suivie par un grand public, et à ma connaissance, elle n'est frappée d'aucune interdiction civique. Et donc, je voudrais témoigner mon respect à Mme Naji et l'accueillir à bras ouverts au sein du Parti du Progrès et du Socialisme. Maintenant, la candidature, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. La candidature, c'est aller trop vite. On a besoin de la candidature pour pouvoir représenter notre formation politique et aller aux élections législatives. Il y a tout un processus d'apprentissage, il y a tout un processus de validation au niveau local, au niveau national. Il y a une commission d'investiture, il y a un bureau politique. Et donc, c'est vraiment aller en besoin de dire que Mme Naji, Mme Salam Naji est candidate au nom du parti. Nous verrons le moment venu. Maintenant, nous avons des centaines et des centaines de jeunes du même profil que Mme Salam Naji qui adhèrent au parti et qui veulent faire partie des rangs et des militants du PPS. Et je les accueille à bras ouverts. 15 secondes, je vais me faire engueuler, moi. 10 secondes. Oui. Je pense qu'on a besoin aussi d'espoir. Et cette jeunesse, justement, si on veut l'attirer vers nous, entre guillemets, en tant que parti politique, il faut aussi porter un discours d'espoir et d'espérance, chose que nous ne voyons malheureusement pas dans tous les partis de l'opposition. L'espoir se construit par le respect des engagements. Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Ben Moussa, président des économistes du PPS et du mouvement d'Amer, merci d'avoir accepté cet exercice. Merci de vous être tous les deux prêtés à cet exercice qui n'est pas toujours facile. Merci à vous de nous avoir suivis. Chacune se fera son opinion et à la semaine prochaine sur Frontal. Merci.